Bonjour, bienvenue dans la médiasphère de ce 27 décembre avec au programme de cette première partie notre débat sur le gouvernement qui va durcir dès l'an prochain les sanctions contre les chômeurs pas assez actifs dans leur recherche d'emploi et instaurer aussi un rapport d'activité mensuel, un drôle de cadeau de Noël pour les 3 700 000 demandeurs d'emploi. Nous évoquerons aussi Ségolène Royal de plus en plus insupportable pour un grand nombre de ministres dont Nicolas Hulot est-elle devenue trop encombrante. Nous allons discuter de tous ces sujets, débattre avec nos invités aujourd'hui. Bonjour à tous les quatre. Tuc Dual, Denis, grand reporter au service politique du Point. Bertrand Perrier, avocat, auteur de La Parole est un sport de combat. Bonjour Bertrand. Et puis Stéphane Attal, que vous connaissez bien sur LCI, fondateur de l'agence de communication Les Influenceurs. Et puis Fatima Benomar. Bonjour Fatima, porte-parole et trésorière des Effrontés. Bonjour à tous. Emmanuel Macron l'avait promis pendant sa campagne, il ne ferait pas de cadeau aux chômeurs pas assez actifs dans leur recherche d'emploi. La sanction est tombée, même si pour l'instant ça reste un document de travail. Dans le cadre de la future loi d'assurance chômage, il y aura un doublement des baisses d'allocations en cas de recherche pas assez active d'emploi et de refus de formation. Et puis, cerise sur le gâteau, obligation de remplir un rapport d'activité mensuel, sinon ce sera la radiation. Explication avec Alexandra Durand. Des sanctions plus dures contre les chômeurs défaillants. Le Canard enchaîné écrit avoir eu accès à une note confidentielle du ministère du Travail allant dans ce sens. Actuellement, lorsqu'un chômeur refuse une formation ou ne recherche pas activement un emploi, il peut déjà être sanctionné. Il peut perdre 20% de son allocation chômage pendant 2 à 6 mois. En cas de manquement répété, la réduction passe à 50%. Dans son projet, le gouvernement voudrait aller plus loin. Toujours en cas de recherche insuffisante ou si le chômeur décline 2 offres d'emploi raisonnables, l'allocation chômage pourrait être d'emblée réduite de 50% pour 2 mois, puis supprimée pour 2 mois en cas de récidive. Autre mesure, et là il s'agit d'une innovation, chaque demandeur d'emploi pourrait être tenu de remplir un rapport d'activité mensuel détaillant l'ensemble de ses démarches pour retrouver un travail. Pour pouvoir appliquer ces mesures, le nombre de contrôleurs devrait passer de 200 à 1000 d'ici 5 ans. La négociation sur la réforme de l'assurance chômage avec les partenaires sociaux débutera le 11 janvier prochain. Alors, Macron dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. C'est sa maxime. Les chômeurs vont en faire les frais. Pour être plus précis, les mauvais chômeurs, ceux qui ne font pas tout pour sortir de l'emploi. Alors, est-ce qu'on peut parler de véritable durcissement, Bertrand ? Oui, évidemment, c'est un durcissement. Cela dit, c'est pas non plus totalement... C'est clair, c'est affiché. Hein. Oui, c'est affiché. Enfin, c'était dit avant, donc il n'y a pas d'entourloupe autour de ça. C'est finalement... Oui, c'était une promesse de campagne. Hein. Oui, encore une fois, c'est une promesse de campagne. Donc les Français ont voté pour ça, c'est mis en œuvre. Ça me paraît relever du contrat démocratique le plus absolu. Après, c'est quelque chose qu'on trouve dans les pays nordiques. Hein, c'est la fameuse flexi-sécurité qu'on trouve au Danemark. Ce qui me frappe dans cette mesure, c'est que, après tout, pourquoi pas contrôler mieux les chômeurs qui, après tout, perçoivent de l'argent public, donc il n'est pas illogique qu'on leur demande des comptes sur leur recherche d'emploi. Après, ça ne dispense pas tout de même d'actions plus structurelles, puisque pour qu'ils trouvent un emploi, il faut qu'il y ait une offre d'emploi également. Et donc, ça ne dispense pas du fait que si, vous avez dit qu'il y avait 3 700 000 chômeurs aujourd'hui, combien y a-t-il d'emplois non pourvus ? En catégorie A, oui. Ouais. Probablement entre 500 000 et 700 000. Donc, il y a aussi une difficulté plus structurelle pour faire coller l'offre et la demande. Donc, ça ne dispense pas cette mesure d'une réforme plus structurelle du marché du travail. Le grand problème politique d'Emmanuel Macron, en fait, c'est que on dit que les indicateurs économiques sont plutôt favorables en ce moment, qu'il y a de la croissance. Le marché de l'emploi, alors ça c'est le gros paradoxe français, c'est qu'il y a beaucoup de chômeurs, mais le marché de l'emploi est dynamique. C'est-à-dire qu'il y a quand même un flux d'emplois en France qui n'est pas négligeable. Et pourtant, les chiffres du chômage sont très mauvais. Or, les chiffres du chômage, c'est ce que regardent les Français, c'est ce que comprennent les Français. C'est des chiffres auxquels sont habitués les Français dans l'analyse, dans le commentaire. D'ailleurs, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, veut les supprimer, veut supprimer l'indicateur en tant que tel et elle veut les rendre trimestriels et non plus mensuels. Bon, néanmoins, Emmanuel Macron doit résoudre cette question statistique parce que d'un point de vue communicationnel, c'est effectivement très important pour lui d'avoir un chômage en baisse à annoncer. Et c'est vrai que là où je rejoins mon partenaire, c'est que il y a quand même des choses peut-être plus structurelles à faire. Et dans ce qu'a annoncé le gouvernement, ils disent en cas de refus d'emploi raisonnable.
Donc, si vous voulez, ça va pas être facile à déterminer. Voilà, ça, ils ont fait le début la limite du processus, mais après, raisonnable, c'est le mot le plus vague du monde, parce que si vous voulez, c'est très subjectif comme critère. Alors, en réalité, avec de telles mesures coercitives, est-ce qu'on peut espérer une baisse significative du nombre de demandeurs d'emploi? Avant de répondre à cette question... Non, ne répondez pas à ma question, puis je voudrais me placer d'un point de vue de la communication. Oui. On se rend compte que ça fait 2 fois en 7 mois que Emmanuel Macron sort une bombe dans une période faible. La première fois, c'était les APL. Les APL, la baisse des APL, ça a fait un gros boom. C'était en plein milieu du mois de juillet, je crois peut-être même le 14 juillet. Et ça a nourri les médias, les plateaux, les sujets, etc., jusqu'à la rentrée. Et au final, ça fait pchit. Et au final, ça a fait pchit. Je crois que la différence avec les appels, mais c'est que c'était Darmanin qui avait un peu fait une gaffe sur la fuite de cette mesure de 5 € et que c'était pas du tout piloté par l'Élysée. On peut penser que c'est différent. Je suis pas certain que ce soit une gaffe. Moi, je pense que c'est l'utilisation d'une période faible pour pouvoir lancer quelque chose de désagréable et de laisser le temps faire son travail. Voilà. En tout cas, d'un point de vue de la tactique de communication, si jamais j'ai raison, ce dont je ne suis pas certain. Vous avez tout le temps raison. Merci beaucoup. Supposez que ce ne soit pas une vraie fuite du canard enchaîné. C'est le canard enchaîné qui sort ça. Le canard enchaîné, comme tous les journaux, est extrêmement bien informé, il est très bien sourcé. Donc en fait, c'est une façon de préparer l'opinion. C'est une façon de préparer l'opinion à une mesure qui est en effet un peu plus coercitive. Alors, et si nous laissions, messieurs, parler Fatima Benomar qui demandait la parole. Alors avec ces mesures coercitives, je le disais, est-ce qu'on peut espérer une baisse du chômage ? En fait, pas du tout. Effectivement, on voit qu'il y a 3 600 000 chômeurs dans la catégorie A, c'est-à-dire là où il n'y a pas du tout d'activité. Exactement. Alors qu'on voit exploser les chiffres des catégories B et C, c'est-à-dire activité réduite, parce qu'il y a une explosion des intérims, de la sous-traitance, du temps partiel, de tout ce qui est les travaux en sous-emploi, même des travaux à l'heure, à la journée, dans les services à la personne, etc. Et à côté de cela, effectivement, Pôle emploi, et ça ce sont les chiffres officiels, disent qu'il n'y a que 300 à 400 000 offres d'emploi en ce moment qui sont non pourvues. Donc effectivement, on ne peut justifier ça qu'en lançant de la stigmatisation sur les chômeurs qui ne feraient pas assez d'efforts pour chercher du travail. Il faut savoir que Pôle emploi a aussi lancé une étude qui dit récemment, en novembre, qui dit que 86% des chômeurs font tout ce qu'il faut pour retrouver un emploi. Donc, et du coup, on les stigmatise. On a dit même récemment qu'ils iraient aux Bahamas avec leurs petites allocations chômage. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ce sont les créateurs d'emplois maintenant qui n'ont pas tenu leur promesse du précédent quinquennat de la création d'1 million d'emplois et qui doivent créer des emplois stables parce que des emplois en intérim émiettés où on ne sait pas ce qu'on va gagner à la fin de chaque mois, c'est pas une vie. On peut pas trouver de logement avec ça. Et de forcer les chefs d'entreprise à créer des emplois. Là, on est dans une économie un peu soviétique, parfaitement administrée, mais un peu irréaliste même. Ils ne créeront des emplois que dans la mesure où ils auront des clients. Pour le coup, c'est que quand vous allez dans une agence de logement, moi je le sais, j'ai vécu même 2 ans et demi en squat tellement j'étais, et pourtant je travaillais. C'est que vous allez devant une agence de logement, elle est très soviétique, elle vous demande un CDI avec 2 garants. Et si vous ne les avez pas, vous pouvez... Alors Fatima, justement à propos de stigmatisation, les premières réactions tout de suite sur LCI à cette note confidentielle de la ministre du Travail. À gauche, on parle de flicage et des chômeurs, et à l'extrême droite, carrément de foutage de gueule. Mais je vous en supplie, arrêtez avec vos rapports. Ils ne rapportent rien, si ce n'est qu'ils emmerdent les Français du matin au soir. On est le pays, je l'ai lu ce matin ou hier, je ne sais plus, on est l'un des pays les plus bureaucratiques. Et on en crève. On en crève de cette bureaucratie. Il est grand temps de mettre un coup de tampon sur les tamponneurs. Clairement, c'est une vision dogmatique où, quelque part, les chômeurs seraient, dans leur immense majorité, des fainéants qui ne chercheraient pas de travail. En réalité, c'est tout le contraire. L'immense majorité des demandeurs d'emploi ne demandent qu'une chose, retrouver du travail. Vous savez, la question, c'est est-ce qu'on lutte contre le chômage ou est-ce qu'on lutte contre les chômeurs? Parce que le but, c'est quoi? Je le répète, de la part du gouvernement, c'est d'afficher une pseudo-baisse du chômage en supprimant des chômeurs. C'est que ça qu'ils veulent faire.
Alors pourquoi ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande n'ont osé taper aussi fort sur les chômeurs? Cette chasse aux mauvais chômeurs, elle est pourtant vue plutôt d'un bon œil par la grande majorité des Français. Là où je trouve que Emmanuel Macron joue bien, c'est qu'il le fait très tôt dans son quinquennat. Et on dit toujours que c'est dans les 100 premiers jours, ou en tout cas c'est dans les premiers mois, puisqu'on a dépassé quand même les 100 premiers jours depuis longtemps avec Emmanuel Macron, que doivent se faire les choses compliquées. François Fillon avait dit qu'il ferait ainsi s'il avait été élu président de la République, et toutes ces réformes un peu difficiles de la sécurité sociale, la baisse un peu drastique du nombre de fonctionnaires, il les aurait fait très tôt, et c'est ce que fait Emmanuel Macron. Après, je suis d'accord aussi avec vous, effectivement, le faire à ce moment-là, là pour le coup, effectivement, ça ressemble, je trouve, plus à une fuite organisée, mais ou en tout cas organisée par le chef de cabinet de Madame Pénicaud. Exactement. Au Canard enchaîné. Exactement. Le faire pendant les vacances de Noël, c'est vrai que c'est peut-être un moment où la mobilisation sociale est plus compliquée à organiser. Attention, tout de même, on est sur un projet, un avant-projet. Il faudra que ça soit mis en œuvre et on est vraiment dans les balbutiements. Il va y avoir une discussion en janvier avec les partenaires. Oui, ça va être présenté aux partenaires sociaux au mois de janvier. Voilà. Le 11 janvier. Amendé, discuté. Quand on voit la faible réaction des partenaires sociaux. Je crois qu'on va parler tout à l'heure de la CGT, mais au moment de la loi travail, honnêtement, j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas non plus énormément à craindre, parce qu'il y avait des choses dans la loi travail c'est des fameux effets de sidération que crée Emmanuel Macron. C'était autrement plus compliqué à faire admettre que. Et puis c'est quand même assez bien joué, parce que ça permet d'éviter de parler du fond du problème, qui est la compétence ou l'efficacité de Pôle emploi. Il faut se rappeler quand même, chiffre à vérifier, mais il y a plus d'offres d'emploi sur Le Bon Coin que sur Pôle emploi. Le patron du Bon Coin a été reçu à l'Élysée du temps de François Hollande pour lui demander de l'aider à gérer le problème des offres et des demandes d'emploi. Le pays est en pleine transformation, ça a été le grand mot d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, c'est aussi son fer de lance maintenant qu'il est à l'Élysée. La transformation est aussi celle de l'économie. Et par contre, Pôle emploi ne se transforme pas. On ne va pas faire non plus du Pôle emploi bashing. Je ne veux pas faire du Pôle emploi bashing, je dis simplement que c'est aussi une façon d'éviter d'en parler. Ouais. Alors, juste un mot peut-être, si on a encore 2 minutes là-dessus. Il ne faudrait pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire que, parce qu'il y a 83 ou 86% de chômeurs qui font des recherches sérieuses d'emploi, ce que je veux évidemment bien croire, ça exonérerait tout le monde. Il y a aussi probablement des chômeurs sans partir aux Bahamas qui, effectivement, et on le sait tous dans nos familles, on a 14% des chômeurs qui ont des comportements frauduleux. Voilà, qui ont des comportements frauduleux. Et il n'y a aucune raison qu'on laisse ça totalement impuni. Et voilà, c'est pas absurde qu'il y ait un contrôle et qu'on exige, encore une fois, de personnes qui perçoivent des allocations chômage qu'en contrepartie, elles fassent leur part du marché, qui est de rechercher sérieusement un emploi. Je pense que aussi, c'est peut-être une minorité, mais le problème, c'est qu'il y a aussi un effet de découragement. C'est-à-dire, quand on enchaîne plusieurs fois des travaux à très courte durée, ou quand on se retrouve comme les femmes de plus de 55 ans, par exemple, je sais parce que je suis à la tête d'une association féministe, qui de toute façon ne retrouveront pas d'emploi. Axer la question sur la chasse à une très grande minorité de fraudeurs dont il y a beaucoup de taux là aussi de découragement face à toutes les démarches qui sont infructueuses, je trouve que ça montre bien qu'ils ne veulent pas montrer le gros du problème qui est structurel. J'entends, le fait qu'ils soient minoritaires n'autorise pas à les exonérer de toute recherche. Bertrand, en tout cas au MEDEF, on se réjouit de ces mesures de durcissement des contrôles et je vous propose d'écouter tout de suite Thibault Langsade. Une mesure d'équité que les Français demandent. Et puis, quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays européens, je pense notamment à l'Angleterre, mais également à la Suisse, on voit que les contrôles sont plus réguliers. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance chômage, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement, mais c'est aussi du contrôle. C'est par du harcèlement, c'est tout simplement le fait que cette assurance correspond bel et bien à une recherche d'emploi. Et l'on contrôle, on monitore, on va dire, cette recherche d'emploi, donc il n'y a rien de plus normal. Alors, on se souvient que Pierre Gattaz souhaitait des contrôles quotidiens, voire hebdomadaires des chômeurs, impossible bien sûr à mettre en place, mais cette instauration donc de ce fameux rapport mensuel d'activité, c'est quoi qu'on en dise, une victoire du MEDEF ? Ouais, on se souvient aussi que Pierre Gattaz avait fait des pins 1 million d'emplois, vous avez rappelé ça tout à l'heure en filigrane. On est bien loin de la création du million d'emplois. Hein. Oui, honnêtement, le MEDEF, moi je trouve, dans cette partie-là, a plus un rôle d'inspecteur des travaux finis que de force de proposition, parce que honnêtement, qui aujourd'hui
peut citer une proposition forte du MEDEF pour relancer l'emploi, sinon que des propositions pour baisser les charges des entreprises. Oui, mais en l'occurrence, ils ont été entendus quand même, là, pour le coup. Et en plus, le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, c'est un ancien dirigeant du MEDEF. Effectivement, ils ont été entendus, mais parce que là, on est dans la partie, un peu sanction du marché de la création de l'emploi. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le MEDEF, parfois, nous dise comment relancer certains secteurs, qu'il soit vraiment force de proposition plus proactif que passer après pour féliciter le gouvernement de prendre des sanctions. Bertrand ? Oui, ce qui est frappant et un peu paradoxal dans la position du MEDEF, c'est que d'un côté, ils sont très favorables à une intervention accrue de l'administration pour qu'elle contrôle les chômeurs. En revanche, l'inspection du travail, là, ils sont moins preneurs lorsqu'elle intervient pour contrôler, par exemple, une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé ou ce genre de choses. Donc, il y a effectivement un petit paradoxe dans le rapport à l'État du MEDEF. Et là encore, sur le fond, on voit bien que ça les exonère, encore une fois. C'est qu'ils voient bien que l'attention est portée sur la responsabilité individuelle de certains chômeurs qui ne cherchent pas assez, et ça les exonère sur leurs propres engagements sur lesquels ils s'étaient portés lors du précédent quinquennat. Et donc, ils sont bien contents que on fasse diversion sur leur propre... Et nous, ce qu'on demandait aussi, parce que notamment par rapport à l'emploi des femmes, c'est là qu'on voit le plus de temps partiel, de travail à la tâche. Voilà, les femmes de ménage, les femmes de chambre, les services à la personne. Et là, en fait, ce sont des personnes en fait, qui vont tout le temps naviguer entre les catégories A, B et C, parce que leur emploi arrive toujours à leur terme. Et là, c'est reparti pour de l'énergie, pour retrouver des contrats, et souvent corvéables, et souvent dans les pires conditions. Donc, c'est important de ne pas laisser cette diversion se faire, et de vraiment demander des comptes à un gouvernement pour des politiques de création d'emplois, et d'emplois stables, et d'emplois bien rémunérés. Pas du temps partiel où à la fin du mois, vous n'avez pas de quoi payer, ni de faire des prêts, ni de quoi que ce soit, pour voir au long terme les études des enfants, etc. Alors Fatima, il va y avoir une deuxième innovation à évoquer dans la note du ministère du Travail, c'est les chômeurs, c'est présumé fainéant pour certains, vont devoir rendre des comptes serrés. Chaque demandeur d'emploi sera donc bientôt tenu de remplir chaque mois un rapport d'activité. Il devra lister l'ensemble de ces démarches effectuées avec preuve à l'appui. On peut franchement parler là de flicage. Et alors, le problème, c'est que dans la note, il y a aussi l'annonce de la création de postes de contrôleurs de cette note d'auto-évaluation des chômeurs. Alors pour l'instant, il y en a une centaine. D'ici 5 ans, ça va être multiplié par 5. Voilà. Mais le problème, c'est que les agents... 200. Il y en aura 1000 dans 5 ans. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne fallait pas faire du Pôle emploi bashing. Bon, désolé, je vais quand même en faire un petit peu. Il y a un problème de formation des agents de Pôle emploi. Ils sont, honnêtement... Qui n'a jamais entendu l'histoire d'un chômeur qui travaille dans un secteur X et qui voit un agent de Pôle emploi qui ne connaît rien à ce secteur et qui lui propose des postes qui n'ont rien à voir et qui surtout ne comprend pas le fonctionnement de ce secteur. Et demain, on nous explique que des agents de Pôle emploi vont, eux, par contre, être super habilités pour déceler dans un rapport d'auto-évaluation d'un chômeur si ce chômeur a bel et bien fait les recherches d'emploi qu'il fallait pour respecter les cases. Voilà, moi, je suis un peu sceptique sur ça. Et en tout cas, il faut vraiment qu'on nous annonce aussi, dans ce cas, des formations hyper confiance dans Pôle emploi. Il faut que les chefs d'entreprise qui recrutent, et il y en a. Je veux dire, je connais aucun chef d'entreprise qui n'a pas envie de recruter s'il en a besoin. Ouais. Voilà. Donc il y en a. Il faut que ces chefs d'entreprise-là regagnent confiance dans Pôle emploi. Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai jamais cherché quelqu'un à Pôle emploi. Voilà. Oui, mais c'est exactement vrai. On recrute actuellement au cabinet une secrétaire juridique. On n'a même pas eu l'idée une seconde d'aller voir à Pôle emploi s'il y avait quelqu'un. C'est une bonne nouvelle si une téléspectatrice cherche un boulot. Oui, absolument. D'accord. C'est un appel. C'est un appel. Non, mais c'est vrai que Pôle emploi n'est pas une orientation naturelle d'un chef d'entreprise. Après, pour rebondir sur ce que vous disiez, qui est tout à fait exact. Et ce qui me frappe, c'est que ce discours-là de il faut réformer le code du travail, etc., c'est un discours qui n'est pas audible aujourd'hui. Il y a un mouvement social qui est complètement atone, et je trouve que l'un des talents extraordinaires d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir anesthésié complètement toute contestation, parce que politiquement, personne n'est en état et n'est organisé pour mener une contestation, que socialement les syndicats sont préoccupés à d'autres choses, et que il n'y a pas d'opposition. Et je trouve que tout ça est complètement atone sur des mesures qui devraient mettre des centaines de milliers de personnes dans la rue. Et ça passe entre Noël et Nouvel An, entre la dinde et le foie gras, et tout le monde trouve ça très bien. Il y a eu un vrai effet d'épuisement aussi, parce que c'est vrai que depuis
justement le quinquennat de Sarkozy où il y a eu des grands mouvements de grève qui sont ruineux pour les gens qui arrêtent de travailler, qui ne sont pas payés pour leur jour de grève, et que depuis il n'y a eu effectivement que des échecs par rapport au mouvement de résistance et de contestation. Et vous parliez tout à l'heure de démocratie, que c'est normal que Emmanuel Macron tienne ses promesses, certes, mais c'est vrai qu'on a eu une présidentielle très particulière avec 4 candidats dont on ne savait pas la veille qui passera au second tour. Cette capacité de mobilisation donc, de ceux qui sont les opposants naturels d'une telle politique, c'est quand même assez étonnant de voir qu'ils sont là, ils sont dans une espèce de sidération totale et personne ne bouge. Ils sont épuisés et ruinés pour les travailleurs. Audibilité. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne les entend plus, on ne les écoute plus, tout simplement parce qu'Emmanuel Macron a réussi à transformer la parole publique. Il a une parole moderne. C'est un vrai discours marketing, il résonne en termes d'attente. Donc il emploie les mots et il prend les décisions que les gens attendent. Pourquoi ? Parce qu'il les a promis. Comme il le dit, il fait ce qu'il dit. Les gens, ça leur suffit. Ça leur convient. Et aujourd'hui, l'opposition, eh bien, elle ne peut que constater que, ah bah oui, il avait dit ça, il le fait. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Que j'ai été battu. J'ai été battu. Alors que nous-mêmes, on n'a pas osé le faire. Voilà, exactement. Donc, terminé. Macron est offensif sur l'assurance chômage, pas de cadeau, donc on vient d'en parler pour les salariés qui ne feraient pas le maximum pour retrouver du travail. En revanche, on va en parler, un chômage universel qui intégrerait les indépendants et les démissionnaires, c'est très bien tout ça, mais comment est-ce qu'on le finance ? Grâce forcément à une baisse du chômage. J'imagine. C'est certainement pas le choix. Ouais. Certainement, mais il n'est pas anormal de penser qu'un indépendant ait droit aussi lorsqu'il perd. Et vous trouvez ça normal, vous ? Moi, je trouverais normal que tous les gens qui travaillent. Finance comment ? Est-ce que c'est bien sérieux aient droit à quelque chose. Je veux dire, si je démissionne de mon poste, j'ai pas droit au chômage. C'est ça aujourd'hui. Est-ce que je démissionne parce que j'y suis conduit ? Est-ce que je démissionne parce que je suis harcelé ? Et donc, du coup, je suis à la rue. Il y a quelque chose qui n'est pas normal non plus. Il faut remettre ça complètement à plat. Complètement, et poser les bonnes questions. Et une des bonnes questions, pardon d'y revenir, c'est le rôle et le fonctionnement de Pôle emploi qui doit être une machine à réussir. Et on termine là-dessus. Il finance ça aussi parce qu'il y a aujourd'hui un énorme abus sur les ruptures conventionnelles. C'est-à-dire que énormément de gens démissionnent aujourd'hui de leur boulot en s'arrangeant avec leur employeur pour toucher le chômage en étant démissionnaire. Donc de toute façon, de fait... N'oublions pas la période de carence quand même. Hein. Oui, d'accord, mais si vous voulez, pour quelqu'un qui a fait je sais pas, 15 ans de cotisation d'assurance chômage, il va être quand même indemnisé pendant un certain temps. En revanche, c'est vrai que cette hypocrisie de la rupture conventionnelle, Macron, voilà, il met un terme. Après, moi, je suis sur les indépendants. Honnêtement, c'est une question juste de bon sens et de morale. Le peintre en bâtiment qui a sa petite boîte, ça fait 20 ans qu'il se casse le dos à peindre et à faire des chantiers. Il a droit, et le jour où ça s'arrête, il veut faire une reconversion, etc. Il n'aura pas le chômage, alors qu'il a cotisé. En plus, il cotise. Il y a une forme d'injustice incroyable. C'est le tonneau de Danaïde. Et puis en plus, même dans la philosophie de Macron, un peu individualiste, où l'individu doit se prendre en main et il ne doit pas attendre que la société fasse tout pour lui, ça fait sens aussi que il puisse avoir le fruit de cet effort d'individualisme en étant indemnisé. C'est une vision très libérale quand même. Oui, très libéral, mais quand même, excusez-moi aussi, c'est un peu de la solidarité. On a vraiment valorisé tout ce qui pouvait être positif dans le travail indépendant. On disait c'est super, c'est la liberté, et c'est là qu'on voit que quand on s'éloigne du système de solidarité qu'il peut y avoir autour du chômage et de la santé. Moi, je sais, je suis auto-entrepreneuse, mais en fait, je suis devenue auto-entrepreneuse parce que sur le boulot que je faisais, il n'y avait pas d'offre d'emploi pour CDI, mais j'aurais préféré être embauchée en CDI. Donc là aussi... Pourquoi ? Pour avoir la sécurité, pour pouvoir payer chaque mois mon loyer. Voilà, et donc c'est vrai qu'on a vraiment valorisé l'indépendance comme une liberté et on l'a éloigné sur tout ce qui tient à une société, c'est-à-dire la solidarité. Allez, on termine là-dessus. On l'avait récemment quitté en une de Paris Match, souvenez-vous, en Laponie, posant au pôle avec de magnifiques huskies aux yeux bleus. Eh oui, Ségolène Royal a un job, elle est ambassadrice des pôles, un emploi que lui a offert Emmanuel Macron sur un plateau, sans doute pour s'en débarrasser habilement et laisser le champ libre à Nicolas Hulot à l'écologie. Le problème, c'est que Royal n'est pas femme que l'on bâillonne et depuis cet été, elle ne cesse de tailler de jolis costards au gouvernement Philippe et notamment à Nicolas Hulot qui, en coulisses, la trouve insupportable. Alors la question que je voulais vous poser, Madame Royal est-elle un poison pour Nicolas Hulot mais aussi pour Emmanuel Macron ?
Madame Royal est un peu un poison pour la vie politique et surtout elle est un poison pour ceux qui sont elle est surtout un poison en fait toujours pour ceux qui sont en poste. C'est-à-dire qu'elle a ce côté un peu mouche du coche. Quand elle est ministre, on l'entend pas honnêtement. Quand elle était sous le précédent quinquennat, elle avait sa relation un peu bilatérale avec François Hollande qui faisait que les différents premiers ministres n'avaient pas le droit de passer au-dessus ou en dessous de cette relation et qu'elle pouvait obtenir les arbitrages qu'elle voulait. Elle avait son propre agenda médiatique, elle avait son propre agenda politique aussi. C'est une franc-tireuse. C'est complètement une franc-tireuse. Mais après, ce qui est amusant aussi aujourd'hui avec cette situation par rapport à Nicolas Hulot, c'est qu'ils sont dans une inversion des rôles. C'est-à-dire que Nicolas Hulot était envoyé spécial pour la planète dans le précédent quinquennat. Donc une sorte de shadow ministre de l'écologie, voilà, un peu personnage fantôme de l'écologie politique en France, avec quand même des attributions et en même temps lui aussi un rôle, une relation bilatérale avec le président de la République. Et aujourd'hui, Ségolène Royal, ambassadrice pour l'épaule, effectivement, est comme ça un peu au-dessus de la mêlée. Elle avait essayé de monter un deal avec le président de la République à un moment Elle essaie toujours de monter des deals. Oui, parce qu'en fait, elle souhaitait être conseillère à l'écologie auprès d'Emmanuel Macron. Et puis, bien évidemment, Nicolas Hulot devenait. Mais je trouve qu'Emmanuel Macron a un peu cédé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a un peu cédé. Non, mais il s'est pas fait piéger pour le coup par Ségolène Royal. Un peu quand même en lui attribuant. Parce qu'il ne l'a pas pris comme conseillère à l'Élysée. Il l'a pas pris comme conseillère par l'Élysée, mais il s'est quand même fait demi-piéger. Il n'était pas non plus obligé de lui donner un rôle. Ça va, Ségolène Royal, elle a eu énormément de responsabilités dans sa vie. Il y a un moment, s'il aspire à du renouvellement. Mais c'est le 15e maintenant d'Emmanuel Macron, ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a pas pu résister finalement à donner un rôle très éloigné à Ségolène Royal, alors que François Hollande était dehors. C'est une sorte de grand coup de pied dans la fourmilière des anciens. Faut se rappeler que Ségolène Royal, elle a été aussi un poison pour le PS. À l'époque où elle était candidate à l'élection présidentielle, elle avait fait une campagne superbe contre son propre camp. Et elle avait réussi un score qui était formidable face à Nicolas Sarkozy, qui était... Alors, poison pour le PS, poison pour Ségolène Royal aussi, parce que tous les vieux apparatchiks... C'était vraiment pas très joli à observer, honnêtement. Donc elle a aujourd'hui ce rôle. Je me souviens de l'image qu'elle avait produite avec un drapeau français en haut de Solferino en disant je continue le combat. Voilà, c'est une façon pour elle de continuer le combat. Moi, je pense que c'est complètement... en 2007 aussi. Ouais, en 2007, je pense que tout ça est complètement inutile. Effectivement, c'est un jeu de rôle avec Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, aujourd'hui, il est ministre. Avant, il supportait pas l'idée de devenir ministre. Voilà, donc il est à la place de celle qui, etc., etc. C'est un jeu un peu sympathique, mais elle fait de mal à personne. Et de toutes les manières, je pense que sa parole n'est pas audible aujourd'hui. Voilà. Stéphane Attal et Fatima, juste un mot, regardez. Bon, on le sait, Ségolène Royal, elle a allumé Nicolas Hulot sur le glyphosate, sur le nucléaire, et puis elle l'a accusé de beaucoup de choses, Nicolas Hulot. Et souvenez-vous, pourtant, lors de la passation de pouvoir en mai dernier, au ministère, Hulot avait tout fait pour la câliner dans le sens du poil. Alors, regardez. Chère Ségolène, Madame la Ministre, vous êtes tout bonnement irremplaçable, Ségolène. Vous êtes une dame courage, vous êtes une grande dame. Vous avez été une ministre exceptionnelle, vous mettez la barre très haute par rapport à mes propres responsabilités. Vous pouvez vraiment être fier du travail que vous avez accompli. Et je voulais ici témoigner de notre gratitude. Et je sais que nous resterons très proches dans l'esprit et dans le cœur. Merci beaucoup. Alors, dans Le Parisien, on peut lire cette déclaration d'un membre de l'exécutif. Elle veut faire croire qu'elle est toujours ministre de l'écologie. Oui, c'est la Jack Lang de l'écologie. Elle pense qu'elle marche au siècle dans le ministère. Elle n'est plus ministre, mais elle est ministre quand même. Ouais. Alors, est-ce qu'elle aurait le melon, finalement, notre Ségolène nationale? C'est vrai que moi, j'ai plutôt l'impression qu'elle incarne une voix assez libre, même si ça dépend si elle est aux responsabilités ou pas. Mais vous êtes une voix discordante, alors, ici. En fait, le souci, c'est que moi, je suis d'accord avec elle sur le fond par rapport au glyphosate. C'est-à-dire que c'est vrai que par rapport à ce moment de passation de pouvoir, il n'y avait pas eu la prolongation de 5 ans de la rente de Monsanto avec le glyphosate, qui est un herbicide qui est fortement soupçonné d'être cancérigène. Et c'est vrai que les cancers dont on voit une prolifération grave par rapport à notre génération qui devrait quand même de décennie en décennie arriver à faire reculer ce genre de maladie. On voit que via la responsabilité qu'ont ce genre d'herbicide et via la consommation de masse qu'il y a dans la grande distribution et de ça,
est en train de s'aggraver. Et je pense qu'il y a une prise de conscience quand même dans la société. Aussi, grâce aux réseaux sociaux, on voit plein de vidéos sur comment ça se passe, l'environnement, la destruction des insectes, et que l'humanité, quoi qu'il en soit, même si elle est dans une tour... Elle a fermé des centrales nucléaires, elle a fait en sorte que le CETA n'arrive jamais elle était en sous Europe, tutelle d'un gouvernement. Elle était sous tutelle d'un gouvernement qui a vu aussi des films bateaux partir. Le ne fait pas rien non plus. Enfin, je veux dire, il fait forcément, rien, ils sont tous dans le compromis. Elle était mais bien sur le obligée de fond, l'être aussi. par rapport au glyphosate, moi je lui donne raison et je pense qu'il faut parler de ça justement. Il y a quand même une chose. Peut-être que c'est très confortable de sa part maintenant qu'elle est à l'extérieur de tirer la sonnette d'alarme, mais je ne lui en voudrais pas de le faire parce qu'elle a raison. Deux choses quand même là-dessus. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, aujourd'hui elle est ambassadrice. Un ambassadeur, c'est un fonctionnaire. Souvenez-vous quand Gérard Haraud, qui était fonctionnaire et donc ambassadeur de France à Washington au moment de l'élection de Donald Trump, a tweeté en s'insurgeant, ça a fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, Ségolène Royal n'a pas un poste politique, elle a un poste administratif. Et donc le fait de prendre des positions politiques est déjà assez étonnant. Et puis après, on la connaît, Ségolène Royal, c'est comme les requins. Quand elle sent du sang, ça l'attire. Elle sent que le ministre Hulot est en difficulté, lui-même l'a dit, il a dit je verrai dans un an, si je reste, si je pars, si j'ai les moyens de ma politique, elle sent que là il y a une petite faiblesse, elle y va. Justement Bertrand, concernant Hulot, elle l'a tensé, souvenez-vous, chez David Pujadas, l'accusant de ne pas respecter la loi de transition énergétique votée en 2015. Hulot avait affirmé qu'il serait difficile de tenir l'objectif de baisse du nucléaire de 75 à 25% d'ici 2025. On écoute Ségolène Royal. On sait que c'est difficile, la transition énergétique. Ça met en cause beaucoup d'habitudes. Mais une annonce comme celle-ci, j'espère qu'elle ne se traduira pas en décision. Un homme seul ne peut pas prendre en otage comme ça tout un pays, tout un parlement. Ça a été voté, ça a été débattu. Il y a eu des heures et des heures de discussion. On a beaucoup associé les entreprises. Alors franchement, est-ce que Ségolène Royal peut nuire à Nicolas Hulot et même nuire à Emmanuel Macron ? Mais nuire ou pas nuire ? Moi, je pense que c'est pas vraiment la question. Ça reste un poil à gratter. Oui, voilà, elle s'est mise dans le rôle du poil à gratter parce que elle a dramatiquement besoin d'exister. Cette race d'animaux politiques, elle est probablement la dernière des Mohicans, pardon pour l'expression. Elle veut absolument exister, vivre, se faire voir. Elle existe, elle fait la une de Paris Match. Mais non, il y a très peu d'hommes ou de femmes politiques qui font la une de Paris Match. Surtout quand ils sont plus en fonction. C'est surtout ça qu'il faut voir. Surtout quand ils sont ambassadeurs des pôles arctiques, antarctiques. Voilà. Donc elle gère sa cote de popularité en faisant ça. C'est une stratégie de communication. Elle gère sa com parce que elle ne veut pas être oubliée. Oui, et d'ailleurs, ils ont une vision fondamentale de l'existence qui consiste à être sur les plateaux télé. Mais elle l'a dit encore il y a quelques semaines, alors qu'elle est objectivement politiquement complètement cornérisée par Emmanuel Macron, qu'elle n'excluait rien. Enfin, il y a une sorte de méthode couée chez elle en disant ça va revenir, ça va revenir. Je suis là et j'occupe le terrain. Est-ce que ça ferait pas finalement une bonne candidate à la mairie de Paris ? On sait que Macron veut déboulonner Anne Hidalgo. Alors il y a la mairie de Paris, il y a aussi autre chose, il y a aussi les élections qui vont intervenir les élections européennes. Les élections européennes. Au sein du PS, le PS va reprendre une direction. On sait que Nadia Vallaud-Belkacem est en position 2. Et je pense qu'elle souhaite peut-être aussi peser dans ce débat et en tout cas ne pas être absente et se retirer au pôle Nord ou au pôle Sud. Pour le PS, je veux dire, déjà c'est un parti, on se demande vraiment pourquoi il existe encore. Elle est très loin de Solferino aujourd'hui. Entre Benoît Hamon, la France Insoumise et tout. Moi j'ai l'impression que ce sont des gens qui se battent pour quelque chose qui est en train de s'effilocher, quand même de disparaître. Mais juste sur le fond et par rapport au débat qu'on avait avant, la transition écologique, déjà je suis d'une génération qui commence à sentir une certaine urgence. Donc je comprends et j'adhère à sa colère de fond. Là, l'intervention qu'elle a faite, dont vous avez montré un extrait, ne encore peut une me parler. Colère de Ségolène Et Royal. en plus, par rapport au précédent débat, combien de créations d'emplois si on engageait une ambition de transition écologique. Et là, on est à plus d'1 million d'emplois. Si on le faisait avec une grande ambition, à un moment où quand même on a bien assez d'informations pour dire est-ce qu'on est en train de se battre pour une génération qui sera là derrière de cette urgence. Mais est-ce que Ségolène Royal est la mieux placée pour parler de ça aujourd'hui ? C'est ça la vraie question. Quelqu'un d'autre le fasse, je veux bien, mais pour l'instant, il y a qu'elle. Fatima, vous savez qu'elle a une autre ambition, c'est de devenir chroniqueuse télé. Donc Roselyne Bachelot a du souci à se faire sur LCI, on ne sait jamais. Jean-Louis Debré. Elle-même ministre, donc pourquoi pas. Mais Ségolène Royal, je vous rappelle qu'elle n'a même pas été capable d'être élue députée
en 2012 et que c'était Monsieur Falorni, un dissident, qui a été élu. Donc à un moment, le vrai juge de paix, ce sont les électeurs, c'est l'opinion. Donc Ségolène Royal, je suis pas sûr honnêtement effectivement que ça soit la meilleure candidate pour la mairie de Paris. On a bien compris, Tuc Duel, que vous n'êtes pas un grand fan de Ségolène Royal. Et en fait, je suis pas un grand fan des gens qui ne savent pas arrêter. Mais je veux dire, c'est la même chose avec les entraîneurs de foot, les hommes politiques, voilà. Alors les entraîneurs de foot sont quand même tous en CDD, puisqu'on parlait de Pôle emploi tout à l'heure, et donc c'est quand même facile à terminer. Et effectivement, c'est plus facile à débarquer. Une autre fois. Autre sujet, les prix du stationnement qui vont augmenter sérieusement à partir du 1er janvier. 7 Français sur 10 ne paient pas leur stationnement, des amendes pas assez dissuasives. Alors, ça va changer, avec des forfaits nettement en augmentation qui font déjà polémique. Explication tout de suite avec Anne-Sophie Châtenay. Quand ils se garent dans les centres-villes, 6 à 7 automobilistes sur 10 ne payent pas leur stationnement. Ils préfèrent risquer de prendre une amende. Jusqu'à présent, le prix du PV était de 17 € partout en France. Mais dans quelques jours, finit cette amende forfaitaire, les mairies prennent la main et fixent elles-mêmes le montant de forfait post-stationnement, les FPS. Dans le centre de Paris, par exemple, il sera de 50 €. 50, c'est... Imaginez si j'en ai 2 dans le mois, ça me fait 100 €, ça va me faire mal au cœur. Objectif de ces nouvelles règles pour cet élu de la capitale, fluidifier la circulation et aussi responsabiliser les automobilistes. Le problème de nos quartiers, c'est qu'il y a énormément de voitures qui sont des voitures ventouses, qui restent toute la journée. Toute la journée à 17 €, c'est beaucoup moins cher que d'aller dans un parking municipal. C'est un manque à gagner de près de 300 millions d'euros par an. Au total, 800 collectivités adoptent cette réforme. À Lille et Marseille, par exemple, le forfait sera de 17 €. Mais dans d'autres villes, ce sera beaucoup plus dissuasif. 35 € à Rennes et Strasbourg, 60 € à Lyon, le record. A contrario, d'autres villes ont fait le choix de baisser le montant des contraventions comme Calais, Castres ou encore Uzès. Alors pour Éric de Caumont, l'avocat de la cause automobile, c'est tout simplement du racket. On l'écoute. La loi prévoit que le stationnement payant n'a qu'un seul fondement, c'est d'améliorer la rotation des véhicules en stationnement et d'éviter les véhicules ventouses. Sinon, le stationnement est illégal, le stationnement payant est illégal. C'est pour ça qu'il y avait les zones bleues depuis des dizaines d'années où on était limité en temps, pas de voitures ventouses, mais où on ne payait rien. Donc ce racket institutionnel qu'est le stationnement payant, et je pèse mes mots, a été mis en place uniquement pour favoriser la rotation des véhicules en stationnement. Les municipalités n'ont pas le droit de faire de l'argent avec le stationnement payant. Elles n'ont pas de compte à tenir, ça ne doit pas rentrer dans le budget, c'est uniquement une façon de favoriser la rotation des véhicules. On n'est pas là pour équilibrer un budget, on n'est pas là pour parler de manque à gagner. Bon, si j'ai bien compris, c'est encore l'automobiliste qui devient une vache à lait. Tout cela pour renflouer les caisses des municipalités, peut-être pour pallier la baisse de la... On disait Stéphane, pendant le sujet, la baisse de la taxe d'habitation. Peut-être. Votre confrère dit qu'on n'est pas là pour parler d'un manque à gagner. Bah si, si tout le monde fraude, évidemment. Il y a quand même un moment où il faut faire respecter. Oui, il y a 7 automobilistes sur 10 qui ne paient pas leur stationnement, je le disais tout à l'heure. Et ce qui me frappe dans cette réforme, bon, après on peut discuter de la taxation de l'automobile, très bien, on sait très bien qu'il y a une politique générale qui est d'exclure les automobiles des centres-villes. C'est ainsi et c'est probablement un mouvement d'histoire contre lequel on ne reviendra pas. Ce qui me frappe dans cette mesure, c'est que, si j'ai bien compris, le recouvrement de l'amende et même la constatation d'infraction est confiée ou serait susceptible de l'être à des sociétés privées. Ouais. Et ça, je trouve ça beaucoup plus gênant parce qu'elles sont dans une logique de chiffres, inévitablement. Et je trouve ça extrêmement dangereux. Il y a une dérive là de démission de l'État dans une fonction qui est malgré tout une fonction régalienne de police, même si c'est une police administrative du stationnement. Malgré tout, le fait de déléguer à des sociétés privées qui sont soumises à des objectifs de chiffres, la constatation des infractions me paraît être une dérive assez inquiétante. Stéphane Attal ? Je suis assez d'accord, effectivement. Là encore, c'est un débat qui est lancé en période faible. On annonce, on prépare l'opinion à un moment donné où on est entre la dinde et le foie gras, comme vous disiez tout à l'heure, qui fait que les automobilistes ils vont s'en prendre encore une ou deux. Je suis intimement convaincu, on l'a dit tout à l'heure, que c'est une façon de rendre aux maires un peu d'air
face à la diminution ou à la réduction ou à la disparition de la taxe d'habitation. Fatima, c'est votre avis? Alors, j'ai la chance de ne pas conduire, surtout à Paris où c'est infernal, parce que les quelques fois où j'ai été embarquée dans les voitures des autres, c'était un enfer pour stationner. Vous prenez les transports en commun ou Uber? Voilà, je prends, non pas Uber, je prends les transports en commun, tout simplement. Mais c'est vrai que j'ai la chance, je ne suis pas à la tête d'une famille qui doit faire des grosses courses, voilà. J'avoue que je ne comprends pas trop c'est quoi les voitures ventouses, mais en tout cas, c'est quoi leurs besoins, mais il y a sans doute un manque de... Enfin, il y a un problème. Quand 70% d'une population donnée fraude, c'est on ne répond pas à leurs besoins, ils ne fraudent pas pour le plaisir. Alors je ne sais pas si c'est une question de pouvoir d'achat, de la cherté des parkings, parce que j'en pratique pas, donc je ne sais pas ce que ça coûte. Mais effectivement, si c'est quelque chose qui pèse dans leur pouvoir d'achat, parce qu'ils ont besoin de stationner la voiture et que c'est hyper cher, et qu'elles tentent la fraude, enfin, on devrait plus se poser la question pourquoi 70% des personnes préfèrent frauder plutôt que de mais parce que l'amende n'est pas rattraper. assez dissuasive. Objectivement, à 60 €, vous allez voir que ça va évidemment dissuader les gens à 17 €. Entre 17 €, 11 €. Et une journée de parking. Et une journée de parking. La différence n'est pas assez significative. À 60 €, les gens, effectivement, vont... Alors, les contraventions qui vont augmenter, puis je me rappelle qu'en janvier, Édouard Philippe va annoncer aussi la nouvelle limitation de vitesse. Elle va passer de 90 à 80 km/h sur les départementales et nationales. Et là aussi, c'est l'automobiliste qui va payer et qui va sans doute renflouer les caisses de l'État. Alors, se mettre à la marche à pied. Et on va tous se mettre à la marche à pied. Allez, première partie de la Médiasphère, c'est terminé. Dans quelques petites minutes, le journal sur LCI. Puis nous, on se retrouve tous les 5 pour parler de plein d'autres choses tout à l'heure. Bonjour, bienvenue dans la Médiasphère, deuxième partie jusqu'à midi aujourd'hui avec au sommaire la pagaille à la SNCF, c'est plus possible. Quelles sont les solutions pour sortir de la crise? La fréquentation syndicale en chute libre, notamment à la CGT qui dévisse. Est-ce la faute de Macron? Et puis Castaner, Christophe Castaner qui castagne avec les députés de la République en marche. Il faut arrêter d'être arrogant. Nous allons débattre donc de tous ces sujets avec nos invités. Si vous étiez en première heure tout à l'heure, vous avez découvert, mais on va les représenter. Tube Dual, Denis, grand reporter au service politique du Point. Bertrand Perrier, avocat, auteur de La parole est un sport de combat, un excellent bouquin. Fatima Benomar, co-porte-parole et trésorière des effrontés. Et puis, bien sûr, Sylvain Attal, que vous connaissez, fondateur de l'agence de communication Les Influenceurs. Cette fois, le million d'usagers quotidiens de la SNCF en a ras-le-bol. Nouvelle panne électrique hier, on vous en a parlé, en gare Saint-Lazare à Paris, avec aucun train pendant plusieurs heures. Un énième incident après la pagaille, toujours dans les gares parisiennes du week-end de départ de Noël. C'était le week-end dernier. La SNCF a toujours une bonne excuse, tout va bien, Madame la Marquise. Mais là, trop c'est trop. Et les associations d'usagers commencent à demander des têtes. Le Point, tout de suite, avec Laura Cambon. La panne monstre à la gare Saint-Lazare clôture une année noire pour la SNCF. Paralysée pendant 3 jours cet été, la gare Montparnasse est de nouveau bloquée début décembre. Samedi dernier, les trains au départ des gares de Bercy et d'Austerlitz sont surchargés. Des incidents à répétition qui provoquent le ras-le-bol des usagers. Il faut reconnaître que ces derniers temps, on en a eu vraiment beaucoup. Et moi, je voyage beaucoup, je prends le train 4 fois par semaine et ça peut être pénible à la fin. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de communication. On n'est jamais au courant de ce qui se passe et pourquoi on attend. Même agacement de la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui qualifie ces pannes d'inacceptables. Pour rénover son image, le groupe crée la marque Oui. Une campagne de communication coûteuse auquel s'ajoutent des milliards d'euros mal investis selon les usagers. Depuis des années, on a voulu donner la priorité à de nouvelles lignes de TGV par exemple, et ces temps-ci également à de nouvelles lignes du Grand Paris Express qui coûteraient 22, 28, 35 milliards peut-être davantage. Au dépend de quoi? Au dépend du réseau existant. Ce réseau existant est délabré parce qu'il n'a pas été entretenu correctement. Premier visé, les équipes dirigeantes de la SNCF, notamment son président Guillaume Pépi. Des voix s'élèvent pour réclamer sa démission alors que son mandat doit se finir en 2020. Alors, madame et messieurs, comment expliquez-vous une telle chienlit à la SNCF? On va commencer par Fatima.
S'il y a des protestations d'usagers, c'est qu'il y avait avoir des problèmes. Effectivement, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de prendre le train et qu'il n'y avait pas beaucoup d'explications quand il y avait des incidents. Et pourtant, normalement, vous êtes averti sur votre smartphone, si vous avez un smartphone. Il y a des alertes smartphone. Non, vous n'avez pas. Non, désolé. C'est pas grave. Ouais, en plus, une partie de la population, pour des questions de classe, qui n'ont pas accès. Ça peut arriver. Donc, pour des questions de classe, en plus, on n'a pas les informations que doivent avoir tout le monde du moment qu'on a payé un train. Et j'imagine que tout ça est une question de moyens et d'investissement. Et c'est vrai que, là, je suis un peu remontée parce qu'on sort à peine d'une lutte de soutien aux femmes de ménage de la SNCF, et où on a vraiment vu des méthodes de voyous de la part de la direction il faut savoir que les femmes que vous voyez dès 4h du matin en train de faire des méthodes de voyous. Qu'est-ce que vous voulez dire par des méthodes de voyous? Alors, je vous explique en 2 mots. Donc, en 2 mots, les personnes que vous voyez faire le ménage dès 4h du matin avaient déjà des conventions collectives extrêmement défavorables. Elles étaient payées à moins de 10 € l'heure. Elles avaient une prime d'1 € et quelques pour le repas de midi. Et la SNCF a changé en fait de prestataire. C'est de la sous-traitance. Elle est passée à Honnête, qui eux voulaient en plus faire une clause où au dernier moment on leur dit finalement, en fait c'est la SNCF Île-de-France, vous n'êtes pas censé venir à la gare de Saint-Denis, vous allez à une autre gare. Elles n'étaient pas prévenues, donc elles ont fait une grève de 41 jours. Elles ont gagné, donc bravo à elles, pour avoir donc 4 € de repas. Elles n'ont pas revalorisé leur salaire, mais voilà. Et pendant ce temps, et au mépris du droit de grève, on envoyait des intérimaires faire le ménage à leur place, des intérimaires encadrés par la police et des intérimaires, heureusement que les syndicats étaient là, qui n'avaient pas le bon équipement de sécurité pour pouvoir faire... voilà. Et donc finalement, tout est rentré dans l'ordre grâce à leur ténacité, à la caisse de grève, au soutien autour de ces femmes, et on les encourage beaucoup. Mais vraiment, j'ai trouvé ces méthodes absolument détestables. Ça, c'était une parenthèse. Et j'imagine que c'est une question d'investissement et de moyens à mettre, puisqu'en plus, c'est de plus en plus privatisé. Normalement, ça devrait améliorer le fonctionnement théoriquement, parce que moi je pense que non. Je pense que l'État peut assumer là aussi ce genre d'investissement, et sinon il a les usagers contre eux. Ce qui est incompréhensible pour le grand public, c'est que si vous aujourd'hui vous voulez acheter un billet de train, vous voulez aller à Bordeaux ou à Rennes depuis Paris, ça coûte les yeux de la tête. C'est devenu un produit de luxe, le train. C'est quasiment un produit de luxe qui est quand même plus cher que l'avion souvent. C'est extrêmement cher, vraiment extrêmement cher. Donc d'ailleurs ça incite pas vraiment à l'écologie, parce que parfois il vaut mieux prendre sa voiture. Par ailleurs, on voit que la SNCF effectivement investit des millions d'euros dans des campagnes de pub je parle sous l'œil du professionnel, mais je crois que la campagne de communication autour de la plateforme de marque Inouï, je suis pas sûr que ça a été le plus grand succès de renaming de l'histoire contemporaine. Et à côté de ça, vous avez un état du réseau qui est un peu indigne d'une grande puissance mondiale comme la France. Et d'ailleurs, ça va un peu dans le même sens. Il y a eu un rapport du Sénat publié il y a pas longtemps sur l'état des routes en France. Et c'est vrai que parfois, quand vous allez à l'étranger, vous prenez le métro, le train, vous dites, nous, on habite dans un pays du tiers-monde, ou quoi. On a des équipements qui parfois sont vraiment pas à la hauteur de la réputation de notre pays, et surtout de son rang en termes de puissance mondiale. Donc, on se demande comment sont investis les fonds de la SNCF. Il y a eu pendant longtemps le système Réseau Ferré de France, donc il y a les trains en France, il y a la SNCF qui gère l'exploitation des trains, et puis Réseau Ferré qui gère l'exploitation des voies. Et en fait, c'est une espèce d'usine à gaz qui a été montée pour cacher la dette de la SNCF. Donc forcément, c'est au détriment de l'objet même de l'existence des Réseaux Ferré de France, c'est-à-dire d'avoir des rails de bonne qualité avec pas de végétation dessus, avec des équipements électriques aux normes. Les équipements vétustes, il faut quand même savoir qu'il y a la moitié des tunnels en France qui ont été construits il y a 100 ans. Mais c'est ça, même en France, les ponts, les tunnels, honnêtement. En 2018. Honnêtement, on a l'impression qu'on n'est pas une grande puissance, en fait. Cette histoire de la SNCF, c'est l'histoire de toutes ces pertes progressives de monopole qu'on a connues depuis la guerre, de tous les réseaux. Il y a eu le réseau routier, il y a eu le réseau autoroutier, il y a eu le réseau ferroviaire, il y a eu le réseau aérien, il y a eu les réseaux de distribution d'électricité, de gaz. Tout cela était monopolistique, et la plupart d'entre eux ont, au fil des ans et depuis la guerre, été redistribués à l'économie de
marché. Et finalement, le seul qui reste dans une position un peu de mastodonte, c'est la SNCF, parce qu'on n'a pas réussi justement. C'était l'idée de... Non, position de mastodonte, puisque tout simplement, il n'a pas de libre concurrence aujourd'hui. Voilà, ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne, où en Grande-Bretagne, ça fonctionne très bien, il y a la concurrence, il y a des appels d'offres. Je suis sûr que ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne mieux qu'en France. Et ce que vous disiez, effectivement, c'était l'idée de dissocier le réseau de l'exploitation, RFF de la SNCF, c'était de dire, il y a un réseau qui, lui, demeurera évidemment unique, parce qu'on ne va pas faire 2 lignes côte à côte, mais que sur ce même réseau pourront rouler les trains de la SNCF et les trains éventuellement d'une autre entreprise. De la même façon que le réseau de distribution d'électricité peut accueillir de l'électricité qui est vendue par différents opérateurs, ou idem pour le gaz ou la fibre. Bon, mais la SNCF n'a pas réussi cette transformation et se trouve avec des logiques qui sont assez peu entrepreneuriales, il faut bien le dire. Et notamment, dernière chose, et peut-être qu'on en parlera sur les questions de communication, la panne, elle est inévitable. Ou alors, après on peut demander la démission de Guillaume Pépi, c'est pas lui qui, avec ses petits bras musclés, va à la gare de Montparnasse pour réparer les connexions. Mais enfin, sa feuille de route, c'est de transformer la SNCF. Je comprends bien, mais ça passe aussi par une logique stratégique, économique, sociétale. Passage d'une logique d'usager à une logique de client. À partir du moment où, comme vous le dites très bien, ça coûte les yeux de la tête et beaucoup plus cher que l'avion qui, lui, a fait sa révolution. Pourquoi est-ce que ça coûte 40 € de faire Paris-Toulouse en avion, alors que ça coûte 3 fois ou 4 fois ça si on le fait en train? Parce qu'il y a une institution qui a fait sa révolution et l'autre qui ne l'a pas fait. Le transport aérien l'a fait et le transport ferroviaire ne l'a pas fait. Mais il y a une politique maintenant, passé dans une politique de client. Il y a une politique de bas coût avec les fameux trains inouïs aujourd'hui, qui sont beaucoup moins chers que les TGV classiques. Ouais, mais certes. Je veux dire, justement, c'est donc un sujet de communication. Et typiquement, ce qu'on peut observer, d'abord, c'est qu'en termes de campagne de publicité, en effet, on est face à une entreprise nationale qui communique sans tenir compte de la concurrence. Moi, je peux vous dire que je n'ai rien compris au naming, oui, inouï, à la campagne qui va avec, et surtout à son intérêt. Voyage SNCF, c'est le site le plus connu en France. Ils l'ont tué. Ils ont décidé la mort du site Voyage SNCF, alors que regardez tous les rankings, c'est le site internet le plus connu en France. Tout métier confondu. Je voudrais comprendre pourquoi. Alors, ça, je ne sais pas, pardon. Ouais. Deuxième chose, en termes là c'est la publicité, maintenant en termes de communication, il s'est passé une révolution hier, qui vous a échappé probablement parce que je suis plus professionnel que vous dans ce métier-là, c'est que enfin les directeurs de gare ont eu la parole. On a vu le directeur de la gare de Lyon et le directeur ou la directrice, je crois, de la gare Saint-Lazare. Oui, mais on n'a toujours pas vu Guillaume Pépi, il s'est pas exprimé pour le coup. Mais jusqu'à présent, Guillaume Pépi et son équipe avaient interdit à quiconque de communiquer. Regardez tous les sujets qui ont été faits depuis les pannes de la gare Montparnasse. C'est des sujets sur les usagers, faits par des télévisions sans interlocuteur, à part les usagers. Mais c'est une énorme erreur. Et là, je vous rejoins complètement. On ne peut pas faire ça lorsqu'on est dans une logique de concurrence. Il faut maîtriser la parole, maîtriser les messages et surtout apporter des solutions. Là, on n'a ni de parole maîtrisée, ni de message intéressant, ni de solution apportée. On n'a pas vu la ministre des Transports non plus. Mais c'est pas son rôle. Honnêtement, c'est pas son rôle. En communication, il y avait quand même quelque chose qui avait été réussi l'État par la propriétaire de la SNCF. C'est un peu terrible à dire, mais c'était la communication autour de l'accident de Brétigny. C'était objectivement quelque chose qui avait été réussi parce que Guillaume Pépi était venu sur place, etc. Heureusement, de l'empathie un petit peu. Et il y avait de l'empathie, et il y avait une vraie communication étudiée, maîtrisée et de qualité. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que sur une pagaille comme celle-là, c'est le blackout et on est dans des systèmes de communication qu'on connaissait dans les années 60, c'est-à-dire rien, et que les usagers sont laissés dans... On sait très bien, on en a tous fait l'expérience, un retard ça arrive, une panne ça arrive, mais dites-nous pourquoi, dites-nous ce que vous savez. Et là on a l'impression que ça n'a pas beaucoup d'importance, qu'ils discutent peut-être entre eux, mais que la communication ne se fait pas avec l'usager qui est soit dans la gare, soit dans le train en attendant que ça reparte. Mais transformer la SNCF veut certainement dire ouvrir à la concurrence. Et ça ne peut être qu'au bénéfice des usagers qui donc vont se transformer en clients. Et on l'a vu dans l'aérien, lorsqu'EasyJet est arrivé, ça a conduit Air France à se transformer. Tant dans sa politique de service, que dans sa politique de prix, que dans sa communication, et que même dans son dynamisme, puisqu'ils ont créé des filiales low cost pour faire face aux compagnies low cost qui arrivaient. Donc c'est une dynamique entrepreneuriale que la SNCF ne connaît pas. Donc elle triple ses prix, et on doit les subir.
Voilà, c'est ça le message de communication. Et à part ça, on a des publicités qui ne veulent rien dire. Pas terrible, hein? Oui, Fatima. Parce que comme je suis plutôt en général du côté des travailleurs, en général, il y a aussi un problème, c'est que quand on ouvre à la concurrence, là où les autres deviennent compétitifs, c'est qu'en général, ça prend la marche sur les droits des travailleuses et travailleurs, leurs conditions de travail et de leur salaire. Et en fait, plus une compagnie est concurrentielle, plus on voit se dégrader, nous, par derrière, on va dire, les conditions de travail, comme l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure, des personnes qui sont derrière, quoi. Et ça rejoint là aussi le premier débat sur sauf leur que le salaire. problème à la SNCF, c'est que vous avez des femmes de ménage qui sont sûrement très maltraitées, vous l'avez très bien décrit tout à l'heure, et des cheminots qui ont des avantages considérables. Donc il y a un moment... Pas vraiment, parce que par exemple, le conducteur de cheminot, je pense première catégorie, c'est 2500 €, quoi que ce soit. Donc c'est vrai que quand un dans conducteur une France de TGV où tout le monde est précarisé... Un conducteur de TGV gagne pas 2500 €. Ça, c'est selon l'Institut européen du salariat qui a présenté ces chiffres. Il y a surtout des comptables qui partent à la retraite à 50 ans, qui font voyager toute leur famille gratuitement. Exactement. Alors à propos de retraite à 52 ans, c'est 52 ans au départ à la SNCF. Macron, lui, veut moderniser la SNCF, il est prêt à apurer la dette abyssale à condition que la direction négocie la fin des fameux régimes sociaux des retraites des cheminots qui partent justement à 52 ans, et de nombreux gouvernements s'y sont quand même cassés les dents. Est-ce qu'il va y arriver, ça, Emmanuel Macron? C'est un de ses chantiers en 2018. Il peut parier sur la faiblesse effectivement de la représentativité syndicale, il peut parier sur la faiblesse de la mobilisation de rue de ce quinquennat, et effectivement on en avait parlé tout à l'heure. Après, pour le coup, là, quand vous attaquez à un secteur donné, je pense qu'il y aura quelques petites résistances. Effectivement, c'est quand même un secteur hautement stratégique. Enfin, on sait très bien que, par exemple, les grèves de 95, c'est quand même encore dans la mémoire collective. Et je ne sais pas quel gouvernement prendra le risque. C'était plus les routiers. C'était plus les routiers que les cheminots. Enfin, tout de même, c'était quand même des très grands grèves qui ont bloqué totalement le pays. Il y a quand même une mémoire autour de ça. Mais il est vrai que il y a eu un grand débat, je crois, au mois de septembre, sur le fait de faire voyager gratuitement l'ensemble de sa famille. Bon, est-ce que c'est bien justifié que les grands-parents, parents d'un cheminot voyagent? La dette de la SNCF a été abyssale, 40 milliards d'euros. Ça, ce sont des mesurettes, si on veut la faire sur la table. Non, mais j'entends bien. C'est symbolique tout de même. En revanche, récemment encore, la SNCF a été condamnée parce que les agents qui ont droit à 52 jours doublés de repos, ça n'a pas été respecté. Alors doublé, ça veut dire qu'ils peuvent rester 2 jours il y en a, ça faisait des années qu'ils n'ont pas eu 2 jours de suite. Et je pense quand même qu'on est là aussi en train de rentrer dans une génération de déconnexion qui a envie d'un autre équilibre vie privée, vie familiale. Et je pense qu'il faut plutôt accompagner ce genre de revendications que de les casser sous prétexte que les conditions d'autres familles sont encore pires. Je pense que c'est bien quand même d'avoir des conditions de travail dignes, des vrais week-ends, des vrais jours avec sa famille. Merci Fatima. On a terminé sur la SNCF. On l'appelle la castagne. Eh bien, à peine arrivé à la tête de La République En Marche, Christophe Castaner n'hésite pas à allumer gentiment mais fermement le comportement arrogant, je cite Christophe Castaner, de certains députés de son parti. Une petite pique donc à l'égard de ces députés. Et puis il enfonce même le clou. Dans un premier temps, le groupe La République En Marche a pu se montrer hégémonique. Rare donc pour un chef de parti, cette autocritique. Elle était très bien, cette interview de Christophe Castaner dans l'opinion, parce qu'effectivement, alors Macron a une politique assez lisible, autant point de vue de parti politique, La République En Marche, personne n'arrive à comprendre sur quoi ça repose. On marche un peu sur la tête. Comment ça fonctionne. Il y a 313 députés En Marche à l'Assemblée nationale sur 577. Tout le pari du MoDem, c'était d'être un groupe supplétif. Finalement, le MoDem se retrouve noyé sous les députés LREM parce qu'effectivement, La République En Marche, l'exécutif n'a absolument pas besoin des votes du MoDem pour faire passer des lois. Les députés, les constructifs, donc la partie Macron compatible des Républicains, n'arrivent pas non plus à exister parce que d'une part, moi je pense qu'ils sont assez mal représentés par des gens comme Thierry Solaire par exemple, qui sont pas vraiment fédérateurs et dans leur électorat et même au sein de l'Assemblée nationale, et que de toute façon il n'y a pas d'espace politique à la droite de Macron, et il n'y a pas vraiment d'espace politique non plus à la gauche, puisqu'on a vu que Nouvelle Gauche, Olivier Faure, Christophe Castaner en parle dans l'interview à l'opinion, il dit Olivier Faure, on l'a un peu obligé à se caricaturer. C'est vrai qu'Olivier Faure, sous la précédente mandature, c'était un député qui était très social-démocrate bon teint, même des gens comme Boris Vallaud par exemple, qui est socialiste. Et aussi qu'on a un peu cornérisé. Voilà.
Oui, mais il le regrette. Et il le regrette. Ce qu'il dit, c'est que effectivement, ça donne une image caricaturale de tout le monde finalement, parce qu'Olivier Faure est obligé de dénaturer l'ADN politique d'Olivier Faure. C'est pas d'être c'était pas un frondeur dans la précédente majorité. C'est pas quelqu'un qui est à l'extrême gauche, qui veut faire du soviétisme. Non, il devrait être tout à fait capable de travailler avec la majorité macronienne. Oui, alors qu'aujourd'hui, il est carrément dans l'opposition. Mais il est dans l'opposition parce que il a face à lui des jeunes députés qui viennent du privé, qui ont 35 balais, qui sont hyper arrogants, qui n'écoutent pas les socialistes en commission, qui s'en fichent des interventions de l'opposition dans l'hémicycle, et tout ça donne une ambiance un peu pourrie à l'Assemblée nationale. Alors, les députés En Marche arrogants, réponse frontale ce matin chez nous, sur LCI, de Gilbert Collard, député Front National. Castaner devrait balayer devant sa porte. On l'écoute. De la part d'un arrogant, c'est bien. C'est bien. Arrogance bien ordonnée commence par soi-même. Hein. Mais vous savez, mon expérience de la précédente législature m'enseigne que tout parti qui arrive au pouvoir, même si c'est un parti qui n'existe pas comme En Marche, a une arrogance incroyable. Moi, j'avais été amené à la tribune à dire aux socialistes qu'un jour, il serait 50 dans l'hémicycle. On a l'archive, hein, et qui devrait être un peu moins arrogant. Moi, j'ai envie de dire la même chose aux gens d'En Marche. Hein. Du calme, hein, on ne sait pas ce que l'avenir vous réserve. Hein. Alors, Christophe Castaner, il était à votre avis en service commandé, car Castaner, il faut le savoir, il ne fait rien sans l'aval de Macron. Ça, tout le monde le sait. C'est son fidèle lieutenant. Je pense qu'Emmanuel Macron voulait aussi calmer le jeu avec sa majorité, et il s'est servi de Castaner comme une sorte de relais pour son propre message. Et malgré tout, je crois que cette arrogance que l'on peut peut-être constater, elle est liée au renouvellement du personnel politique que vous évoquiez tout à l'heure. On a là des gens jeunes, des gens dynamiques, des gens ambitieux. Et ils ont deux caractéristiques. Un, l'inexpérience, et deux, l'envie d'exister. Donc ce sont des gens qui sont novices et qui en même temps sont avec une envie d'être sur le devant de la scène. Eh bien, le résultat, c'est une impatience, c'est une indiscipline. Mais ce sont aussi des voix dissonantes, pour le coup. Mais bien sûr, parce qu'ils n'ont pas intégré les logiques de discipline. Parce que, tout simplement, ce sont des gens qui ont fait très peu campagne. Ils ont fait campagne parfois 2 mois, et ils ont été élus parce qu'ils étaient étiquetés LREM. Donc, ils ne se sont pas non plus forcés à polir leur message dans une campagne électorale longue, et ils n'ont pas appris la discipline de groupe. Ce sont essentiellement des individus, les députés LREM. Ils n'ont surtout jamais pris de coup. Et ils n'ont jamais pris de coup. Parce qu'il y a une troisième caractéristique que je voudrais rajouter aux deux autres, qui est une qualité, et ça va vous surprendre, c'est l'incompétence. Ils sont totalement incompétents dans leur nouveau métier. Voilà. Et donc, ils n'en connaissent ni les règles, ni les usages. Incompétents dans leur cœur de métier. Dans leur cœur de métier. Mais je dis bien, c'est une qualité. Ne connaissant pas les règles et les usages, eh bien, le fait de mettre les pieds sur la table, ça me rappelle un peu le feuilleton Les Têtes Brûlées. C'était des pilotes émérites, mais qui fumaient en entendant les briefings. Voilà, on est un petit peu... Non, mais les pieds sur la table, ce ne sont pas les députés de la République En Marche. Non, mais je veux dire par là qu'ils ont cette forme de liberté qui leur est accordée par leur non-passé politique, par leur réussite époustouflante. En effet, ils ont fait campagne 1 mois, ils se sont retrouvés là, tous avec une certaine réussite dans le civil, mais leur incompétence est probablement une chance pour la transformation du pays. En revanche, et là où Castaner a raison, me semble-t-il, d'un point de vue de la communication, c'est qu'il ne faut pas que ça passe pour de l'arrogance. Mais ça passe pour de l'arrogance à la Chambre, parce que sur les plateaux, ils sont inexistants. Mais l'arrogance, on les entend pas bien. Aussi... On les entend pas ou pas bien. L'arrogance, ce sont aussi les dérapages. On se souvient des déclarations de cette députée qui mange des pâtes finalement parce qu'elle ne gagne que 5 000 euros par mois. C'est pas de l'arrogance, c'est terrible. C'est de la bêtise, oui. On est au-delà de l'arrogance, on a la bêtise absolue. Oui. Bêtise totale. Non, c'est pas de en fait, c'est une caractéristique de classe quelque part. En fait, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de la chasse aux chômeurs, des avantages des uns et des autres et tout. Et là, effectivement, on a eu des députés qui sont à 5 000 euros et qui disent qu'ils sont au pain sec, que vous voyez, mon mari, il peut plus acheter une Porsche parce que sinon il serait stigmatisé, etc. Une députée de Haute-Garonne. Hein, c'est une députée de Haute-Garonne dans voilà. le Sud-Ouest. Pardon, c'était une députée. Et en fait, le souci qu'a Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans des gens qui vont être dans une discipline de parti parce qu'ils ont eu une carrière politique et tout. C'est qu'au départ, il a improvisé un peu son mouvement La République En Marche en prenant des personnes qu'il connaissait. Et donc, au début, c'était un peu timide parce qu'il ne connaissait pas très bien les rouages politiques. Donc, on s'est beaucoup moqué de ces tweets copiés-collés que tous les députés LREM publiaient ou ces éléments de langage. Mais petit à petit, quand même, c'est quand même un mouvement
notamment dont les personnes sont issues de classes sociales favorisées, qui ont vu donc leur pouvoir d'achat, entre guillemets, baisser, même si 5 000 euros, c'est énorme hein, par rapport à ce que gagnent les députés, mais voilà. Et qui donc, avec une espèce d'arrogance de classe, commence à se dire bon bah ça va, on n'a pas à se discipliner, on peut hausser le ton, mais aussi il y a de la contestation de fond, et notamment récemment cette députée qui a interpellé très sévèrement Monsieur Collomb en lui disant vous ne tenez pas les promesses qu'on a tenues devant nos électeurs par rapport à l'immigration et notamment à la condition des réfugiés. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas des personnes qu'on saura museler parce qu'elles sont issues de classes sociales supérieures où elles ne vont pas s'embarrasser de discipline de parti ou d'un culte du chef. Alors justement, Fatima, les plaintes permanentes sur le côté, on est cramé, on travaille trop, ça suffit. Castaner ne veut plus entendre ça. Il juge les plaintes de certains députés sur leurs conditions de vie inacceptables. Vu le travail que nous faisons, c'est très très épuisant. Justement, j'aimerais y revenir. Lessiveuse, c'est ça que je décris souvent. Le rythme de travail, c'est vous dormez 7 heures par jour, le reste vous travaillez. Et vous passez votre samedi, moi personnellement, le samedi, dimanche, vendredi y compris, on est dans nos circos, on reçoit des gens, on est dans une inauguration, on fait des permanences. Je vais moins souvent au restaurant, je mange pas mal de pâtes, j'ai ressorti des vêtements de la cave et je vais devoir déménager. Avec mon mari, on aime les belles bagnoles. Il voulait justement remplacer son Santa Fe de 12 ans d'âge par une Porsche Cayenne. Je lui ai dit de ne pas le faire, sinon j'entends déjà les réflexions. Il y aura toujours des gens malveillants. Alors Sylvain Maillard, lui, député de Paris, La République En Marche, est sur la même ligne que son patron. Il faut être vigilant, on l'écoute. Il a raison. C'est insupportable d'entendre des députés se plaindre sur leurs conditions matérielles. Tout le monde savait exactement ce à quoi ils s'engageaient. Il y a quelques-uns qui ont parfois des états d'âme, qui aussi sont un peu malheureux et l'expriment de façon parfois un peu amateur. Mais la réalité des choses, c'est que nous travaillons énormément et la rentrée s'annonce aussi très chargée. Vos réactions ? Ah oui, il a évidemment raison. On ne peut pas laisser dire l'histoire de la Porsche Cayenne, qui est la preuve d'une bêtise, d'un amateurisme. Enfin, c'est honteux de dire une chose pareille. Et puis, qu'est-ce qu'elle croyait ? Elle croyait que c'était une sinécure d'être députée. C'est un honneur et c'est quelque chose dans lequel on doit mettre toute sa force, toute son énergie et tout son temps. Donc, c'est pas un métier où on fait des horaires de bureau. C'est bien normal. Et c'était dans le contrat à la base. Si elle s'est présentée à la députation, elle savait bien qu'elle ferait un plein temps et elle n'a évidemment pas à s'en plaindre. Et en plus, elle n'a pas eu le parcours du combattant classique de ceux qui se sont farcis d'être conseillers municipaux, qui ont fait des inaugurations bien avant d'avoir une indemnité de député, d'être tracté la nuit, l'hiver. Non mais c'est vraiment les enfants gâtés de la démocratie, quoi. Ils n'ont pas fait campagne parce qu'on leur a mis une étiquette à leur ils ont été élus et maintenant ils disent en plus faut travailler, c'est quand même un scandale. Non, là je suis pas d'accord. Mais après, la difficulté, me semble-t-il, c'est comment est-ce qu'on va transformer un mouvement comme LREM, qui est un mouvement et qui se revendique comme tel, en un parti, parce que les institutions de la Ve République connaissent des partis et pas des mouvements. Et c'est ce mouvement de transformation d'un mouvement en un parti qui est en cours et qui est complexe. Et ça ne vous rappelle pas l'été que nous avons passé avec Jean-Luc Mélenchon, qui se plaignait sur sa chaîne YouTube de trop travailler et que ces quelques députés étaient obligés de reporter leur location, qu'ils avaient eu des indemnités à payer à leurs loueurs de vacances ou leurs caravanes. Enfin, il y est allé ça a été pendant 10, 12 jours des complaintes du pauvre député qui travaille jour et nuit. Je trouve ça absolument grotesque. Moi, je le dis clairement. D'un point de vue institutionnel, d'un point de vue de la communication et même d'un point de vue politique, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des opposants qui se jettent là-dessus pour pouvoir exister à leur tour. Voilà. Donc il va falloir, en résumé, que Christophe Castaner tienne ses troupes. Hein. Ouais. Parce que j'ai lu ce matin dans le Parisien que même Richard Ferrand, le patron des députés de la République En Marche à l'Assemblée, se faisait allumer par de nombreux. Il était accusé de laxisme ce matin. De toute façon, c'est un peu vexant, honnêtement, cette interview de Christophe Castaner pour Richard Ferrand, parce qu'en gros, il dit le groupe LREM c'est très clair. Il est en train de lâcher Ferrand. Marche pas. On se demande même si l'Élysée ne lâcherait pas Ferrand également. Alors ça, moi, j'y crois pas trop. Vous croyez pas ? J'ai discuté avec des conseillers de Macron il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai l'impression quand même que le lien est assez indéfectible, mais
Si vous avez des infos, moi je suis preneur. Non, je n'ai pas d'informations. Encore une fois, je voudrais vraiment souligner la question arrogance de classe, parce que tout à l'heure vous disiez arrogance des nouveaux, mais enfin si c'était des nouveaux que le cachet de 5 000 € avait amélioré leurs conditions de vie, enfin on ne les verrait pas se plaindre. Là, ce sont vraiment des personnes qui sont issues de milieux extrêmement favorisés, qui ont vu, donc qui se disent. Je crois que c'est un peu caricatural de dire ça. Il y a des nouveaux députés qui n'étaient pas forcément des gens qui gagnaient énormément d'argent avant. En tout cas, la plupart du temps, ils disent que, les interviews qu'on a vues, c'est moi j'ai perdu, j'étais à la tête d'une entreprise, j'ai gagné le double, et là maintenant je me retrouve à 5 000 € par mois. Il y a 2 députés qui ont dit des bêtises, que tous sont dans cette je pense quand même que les personnes qui ont été débauchées par, faudrait peut-être faire une enquête sociologique sur le groupe LREM, mais je pense quand même qu'il y a de ça. En fait, il faut arrêter de voir tout le monde par le prisme des classes sociales. Tout à l'heure, je disais que les femmes de ménage de la SNCF, 4 heures du matin. De profil intellectuel, en fait. Si vous voulez, pendant longtemps, vous avez eu des députés de droite qui étaient issus de la noblesse, qui étaient des héritiers, qui avaient beaucoup d'argent, qui n'avaient pas besoin d'être députés pour gagner leur vie, mais qui avaient le sens de l'État, etc. Là, le problème, c'est, je suis d'accord avec vous, c'est des espèces d'enfants gâtés de la démocratie. Et c'est plus une question d'éducation, honnêtement, que de classe sociale, parce qu'il y a beaucoup de riches, vous savez, qui sont prêts à faire des inaugurations le samedi et à bosser et à ne pas être arrogants, et des pauvres qui sont arrogants. Donc, avant, il n'y avait pas toutes les lois sur le cumul des mandats. Permanente. Pour un grand chirurgien ou quelque chose qui était dans le groupe de droite et qui cumulait avec les avantages de retraite, etc., d'avoir fait plusieurs députations à l'Assemblée nationale. Il y a des députés, ils ont 20 ans, 30 ans au compteur d'être députés. C'est pas ça le cumul des mandats. Parce qu'il y a le cumul de plusieurs mandats, il y a le cumul dans le temps. Je parle de cumul dans le temps, donc c'était quand même une sacrée rente. Allez, on parlera de la République En Marche prochainement sur LCI. Autre actualité ce matin, c'est la CGT qui perd pied, comme d'autres syndicats d'ailleurs, comme Force Ouvrière ou la CFDT, et qui voit fondre leurs adhérents comme neige au soleil. Mais la CGT, elle, craint la purge finale. Fédération décimée, électorat démobilisé, et le patron, Philippe Martinez, qui semble ne plus tenir la boutique en un an. Écoutez bien, le chiffre des adhérents CGT a dévissé de 34%, de 649 000 en 2016 à 427 000 en 2017. Alors, comment expliquez-vous c'est quand même telle dégringolade? Très contesté l'argumentation de la CGT pour contester les chiffres du Canard enchaîné. Moi, je l'entends quand même, parce qu'en gros, ils expliquent. C'est un peu technique. Oui, c'est très technique. 15 secondes. Aussi, faites-le en 15 secondes. Ouais, oui. En 15 secondes, en gros, un adhérent, faut attendre 2 ans. Pour pouvoir le comptabiliser, parce que à cause de ces cotisations, le temps que ça remonte des fédérations sectorielles à la centrale. Et c'est pour ça que ils disent que le Canard enchaîné s'est basé sur un chiffre qui a 2 ans de retard, si je puis dire. Donc que dans 2 ans, ils verront bien que avec le même document et en partant de la même base, il n'y aura pas une chute de 34%. Néanmoins, il y a évidemment une crise de la représentativité syndicale et j'allais dire même une crise de la représentativité de la CGT. Ils ont appelé comme la France Insoumise à des manifestations à la rentrée. Honnêtement, ça a été un flop. Je dis pas qu'il y avait 2 personnes dans la rue, mais il n'y en avait pas. Il était quasiment absent. Il n'y en avait pas suffisamment. Il y avait plus de représentants de la France Insoumise que des CGT. Non, mais il y a eu les deux. Il y a 2 manifestations. Il y en a eu une spéciale CGT et une spéciale France Insoumise. Et celle de la CGT, comme celle d'ailleurs de la France Insoumise, n'a pas été un grand succès. Il y a un problème d'incarnation. On se souvient tous de Bernard Thibault. On se souvient tous de ceux qui l'ont précédé. Et depuis Thierry Lepan, qui avait été embêté parce qu'il avait fait refaire son appartement aux frais de la centrale, j'ai l'impression que la CGT trouve pas de porte-voix un peu à la hauteur. Philippe Martinez a décidé de prendre son bâton de pèlerin pour rameuter les troupes, notamment la fédération de la métallurgie. Thierry, moi je voudrais vous proposer une autre lecture de ce chiffre et de ce constat, qui est une lecture due à la transformation digitale et à la communication. La représentation syndicale, c'était les porte-paroles du peuple. Aujourd'hui, le peuple a la parole, grâce aux réseaux sociaux. Les mobilisations peuvent se faire autrement. Il y a la possibilité de s'exprimer autrement que par la représentation syndicale. Donc en fait, je pense qu'on assiste à une transformation, voire peut-être même à une disparition de la représentation syndicale, ce qui est dommageable probablement. Mais en tout cas, il faut qu'elle se pose la question de leur rôle, de leur intérêt pour les gens qu'ils représentent. Si aujourd'hui j'ai envie de dire du mal ou de faire se battre 1000 personnes contre telle loi, je peux le faire. Mais si j'ai bien compris, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui qui vont remplacer les syndicats, si je vous écoute bien. Aujourd'hui, je vous dis que
le peuple a la parole autrement que par la représentation syndicale. Et il y a dans la CGT, pour reprendre l'expression qui a fait Flores, un côté ancien monde. Et ils ont eux aussi un peu du mal à basculer vers le nouveau monde. Et on voit bien qu'ils sont aujourd'hui concurrencés par de nouveaux mouvements, soit de nouveaux syndicats comme Sud, soit des coordinations professionnelles, les infirmières, etc. Et ils ont du mal à canaliser, ce qu'ils ont fait pendant des années, à canaliser la contestation populaire. Alors, Benjamin Hamar est au téléphone avec nous. Benjamin Hamar, si vous nous suivez sur LCI, c'est un régulier de La République En Marche avec Julien Arnaud et Roselyne Bachelot. C'est notre CGTiste ici, à LCI. Vous êtes, je crois, en vacances, Benjamin. Vous nous entendez? Oui, merci d'être avec nous dans la médiasphère. Alors, comment expliquez-vous cette dégringolade du nombre d'adhérents à la CGT aujourd'hui? Là, j'ai entendu juste quelques instants, effectivement, vos intervenants qui prennent effectivement, je pense, là, leur souhait pour la réalité. Il faut quand même revenir un petit peu. Vous savez, moi, je suis un grand lecteur du Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, c'est un journal que je lis et que j'apprécie. Mais là, honnêtement, ça me rappelle la phrase de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Très honnêtement, n'importe quel militant CGT vous explique que le paiement des cotisations s'étale sur 22 mois. C'est-à-dire, pour dire les choses très simplement, un syndiqué peut payer sa carte, sa cotisation en 2016, sa cotisation de 2016, il peut la payer en 2017, et elle ne sera enregistrée qu'en 2018. C'est quelque chose de très fréquent. On appelle ça nos états d'organisation. N'importe quel militant dans une union locale vous expliquerait ça. Donc là, tout le monde se rassure, y compris peut-être ceux qui n'aiment pas forcément les syndicats, et en particulier la CGT. Notre organisation va très bien et on donne rendez-vous, non pas immédiatement, mais dans 12 mois, on aura la clôture de nos états d'inscription. Et là, on saura ce qu'il en est. Mais je pense que là, il y a des gens qui sont en train de danser sur notre tombe un peu vite. Nous sommes toujours là. Voilà. Donc je vous coupe, mais comment expliquez-vous que les syndicats font un carton, par exemple, en Allemagne, et en France, il y a une véritable quand même désaffection. Vous ne pouvez pas le nier. Écoutez, si c'est le cas, expliquez-moi pourquoi, par exemple, sur votre chaîne, j'ai pu être invité si souvent au moment de la loi El Khomri. Pourquoi est-ce que pendant des mois, l'actualité sociale a tourné autour de la loi El Khomri? Si nous sommes moribonds. Attendez, maintenant pour l'Allemagne, vous me parlez de l'Allemagne. Oui. Écoutez, monsieur, tous les pays où vous avez des niveaux de syndicalisation stratosphériques, en Europe, comme en Suède ou en Europe du Nord, ce sont des pays qui obéissent au système de Gand. C'est quoi le système de Gand? Eh bien, pour pouvoir bénéficier d'une convention collective, il faut être syndiqué, tout simplement. Faites ça en France, vous allez voir. Si vous voulez plus de syndicalisation, mettez ça en place et vous allez voir comment le niveau de syndicalisation va augmenter. Sauf que c'est un syndicalisme de service, ça n'a rien à voir avec la culture syndicale française. Et donc, on ne peut pas mélanger, justement, on ne peut pas faire comparaison. Comparaison n'est pas raison sur ce sujet. Benjamin Hamar, je vous remercie. Bonnes vacances, merci d'être intervenu sur LCI. Allez, pour terminer cette médiasphère, ce coup de gueule de Brigitte Bardot, qui en a marre de la politique d'Emmanuel Macron envers les animaux. La cause animale est la 5e roue du carrosse. Explication tout de suite de Catherine André. C'est la nouvelle cible de Brigitte Bardot. Dans une interview accordée à l'AFP, l'ancienne actrice, icône des années 60, s'en prend au chef de l'État. La cause animale est la 5e roue du carrosse présidentiel. J'en ai marre. Brigitte Bardot, qui accuse le président de la République d'être insensible à la souffrance animale. Elle prend pour exemple sa visite à Chambord. À Chambord, il vient de féliciter des chasseurs devant leur gibier encore chaud. C'est scandaleux et très déplacé. Brigitte Bardot explique avoir écrit à 2 reprises au chef de l'État sans avoir reçu de réponse. Face aux autres pays européens, elle regrette le manque de progrès de la France dans la protection des animaux. C'est une désolation pour moi. J'ai 83 ans, je n'ai pas trop de temps avant de rejoindre Johnny. Il faudrait que j'ai au moins une satisfaction. Je n'en peux plus, c'est décourageant. Des déclarations qui interviennent alors que la Fondation Bardot lance une nouvelle campagne d'affichage contre la fourrure. Alors Brigitte Macron se paye une page entière ce matin, vous l'avez peut-être lu dans Le Parisien, pour exprimer le manque de compassion d'Emmanuel Macron vis-à-vis des animaux. C'est assez violent, vous la comprenez? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. J'ai parlé de Brigitte Macron. Quel lapsus. Non, là où Brigitte Bardot a sûrement raison, c'est sur la souffrance animale, la manière dont sont tués les animaux dans les abattoirs à un rythme industriel. Là où elle n'est pas audible, c'est quand elle
mélange ça avec, par exemple, le tableau de chasse d'Emmanuel Macron à Chambord. Moi, je trouve ça très bien qu'il fasse ça. C'est une tradition républicaine. Aujourd'hui, on est obligé de se planquer pour fumer une cigarette, boire un verre de vin ou aller à un tableau de chasse. Entre la chasse et la manière dont les industriels de l'agroalimentaire traitent les animaux, je crois qu'il y a quand même deux sujets extrêmement différents. Un mot là-dessus, là encore, ancien monde, nouveau monde. Ancien monde, Brigitte Bardot. Nouveau monde, L214, qui est aujourd'hui audible et efficace dans la défense de la cause animale et la lutte contre la souffrance animale. Brigitte Bardot, je suis ravi, elle est entre Noël et Nouvel An, elle se fait entendre parce que le reste de l'année, elle est moins audible, elle profite là aussi d'un creux de l'actualité pour se faire entendre, très bien, pourquoi pas, mais qui aujourd'hui enquête, filme, choque, parce qu'aujourd'hui c'est ça la communication, y compris pour lutter contre la souffrance animale, c'est L214, parce que les images, je suis désolé, ont pris de l'avance sur les mots, et les mots de Brigitte Bardot, fussent-ils attachants, ne pèsent rien face aux images. C'est un problème d'influence, moi je suis tout à fait d'accord, c'est un problème d'influence. Brigitte Bardot a une influence sur les gens de sa génération et peut-être de celle d'après. Mais aujourd'hui, pour parler de la cause animale, il faut d'autres leviers. Je ne suis pas sûr que quelqu'un de votre génération soit sensible aux paroles de Madame Brigitte Bardot, comme l'auraient pu être vos parents ou grands-parents, parce que eux, ils étaient fascinés par cette personne. Stéphane, elle dit avoir envoyé 2 lettres au président de la République, mais lettres restées sans réponse. Est-ce que vous pensez, franchement, tous les 4, que Macron va interdire la chasse à courre et se mettre les chasseurs à dos, interdire le garage des oies et se mettre la filière à dos, et puis les cirques aussi, elle ne veut plus d'animaux sauvages dans les cirques. Est-ce que Macron va l'écouter finalement? Est-ce que c'est sérieux? Sûr que non. Je vous dis, c'est un problème d'influence. Si elle n'a pas eu de réponse, c'est bien le problème. Elle est obligée de médiatiser sa lettre pour espérer avoir une réponse. C'est grave. Fatima. Merci, je suis très frustrée de ne pas avoir pu intervenir dans le débat précédent. Vous allez conclure cette médiasphère. Ok, d'accord, très bien. Moi, le personnage de Brigitte Bardot, je ne suis pas d'accord avec elle, pas tellement pour une question de génération, mais pour une question de conviction, notamment les phrases racistes, par exemple, qu'elle a déjà dites. Par rapport à la cause animale, je pense que c'est une sensibilisation qui avance dans la société, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'idéologie végane, au-delà du fait de ne pas manger de viande, mais de s'intéresser là aussi grâce à des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux et tout, de comment marchent les abattoirs. Pour moi, ça n'exonère pas forcément la question de la chasse. Je pense que la chasse, ça choque d'autant plus que c'est, on va dire, pour le sport, alors que la grande distribution, on dit quand même que c'est pour nourrir des personnes. Et je pense que cette cause va avancer, mais certainement pas par ce genre de porte-parole. Alors pour conclure, moi je vais vous donner mon avis. Je pense que c'est un joli coup de com', parce qu'il faut savoir que Brigitte Bardot, fin janvier, sortira un bouquin qui s'appelle L'arme de combat. C'est ses mémoires, ce sera son dernier bouquin, c'est ce qu'elle a annoncé tout à l'heure à l'AFP. Voilà, c'est un coup de com'. Merci Stéphane Attal. On se retrouve demain pour la Médiasphère. L'info continue bien évidemment sur LCI. À très vite.